Bien. Eh bien, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci de votre présence et de votre fidélité pour ce cycle de conférences sur l'opéra, l'écriture d'un opéra aujourd'hui. Alors, vous aviez pu entendre récemment notre cher Philippe Hersan. Alors, ce soir, c'est un compositeur qui, d'abord, quelqu'un qu'on aime beaucoup. Régis Campo fait partie de ces compositeurs qu'on pousserait volontiers dans l'escalier quand on est un vieux compositeur, parce qu'ils sont quand même très doués, puis il est mort, quel dommage, pour avoir un peu de place. Eh bien, voilà, donc il est prudent, il passe toujours derrière moi dans l'escalier, ce qui prouve que c'est un garçon fin. Voilà, je peux vous dire que c'est un gai compagnon, et ne vous y trompez pas, c'est un homme qui manie l'humour avec délectation, mais on pourrait penser que c'est de l'humour, vous savez, c'est un peu comme par moments des gens ont parlé trop vite d'Éric Satie. Eh bien, derrière l'humour, il y a beaucoup de science, beaucoup de technique, beaucoup de rigueur. C'est pour ça que je suis très heureux de vous laisser en compagnie de Régis Campo. Aimer un opéra, aimer l'opéra tout court, c'est ça la première chose. Il y a des compositeurs qui sont faits pour l'opéra, d'autres non. Et j'ai la chance avec Laurent de partager cet amour fou pour le travail dramaturgique, l'écriture pour la voix, la mélodie. Écrire un opéra, c'est comme les histoires d'amour, on contrôle rien du tout. Et je voulais faire des opéras depuis longtemps. Et puis finalement, je cherchais un sujet, et je tournais en rond. J'avais pensé à du Feydeau, et puis je voulais faire un opéra bouffe, quelque chose d'assez humoristique. Puis finalement, au hasard des rencontres, mon metteur en scène, qui était Jean-Christophe Saïs, m'a dit « Mais tu devrais regarder du côté de Coppi, c'est-à-dire les 4 jumelles ». Coppi est un personnage des années 70. Il faisait des bandes dessinées d'ailleurs avec des petites dames. Je crois que c'était le Nouvel Observateur. Et je suis allé voir plusieurs pièces et j'ai trouvé le style très, très court, très simple, très incisif, avec de l'humour. Et je me suis dit que les 4 jumelles, c'était parfait, puisqu'il y avait 4 personnages. L'histoire était incompréhensible et surréaliste. Ça, je trouvais ça très drôle, mais il y avait une histoire tout de même. Ça se passait en Alaska. Et j'ai dit oui, j'ai adapté la pièce. Et c'est là où les ennuis commencent. C'est-à-dire que toutes les complications arrivent. Nous avons choisi deux voix de femmes et 2 contre-ténors. Et puis nous sommes partis dans la création. Et je me suis plongé dans le texte. Et à ma grande stupéfaction, je suis tombé sur un texte que vous voyez affiché. Et je me suis dit, mais comment mettre en musique ça ? Donc j'ai commencé mon opéra avec ce texte. Je vous passe les détails pour les autres pages. Je ne voulais pas me faire censurer allègrement parce qu'il y avait plein de noms d'oiseaux à mettre en musique. Mais en fait, c'est l'univers de Coppi. La grande question de l'opéra aussi, c'est est-ce qu'on veut comprendre le texte ou pas ? C'est ça, là. Ça serait dommage qu'on ne comprenne pas ces premières phrases. Donc... il y a soit on ne comprend rien du tout et on fait exprès, on met des notes de partout, on nage toutes les phrases, les mots, ça devient des phonèmes, et alors là, ça peut être quelque chose de particulier. Ou alors, il y a tout de même des règles, à savoir la prosodie. On l'a aussi en poésie, comment prononcer correctement un alexandrin. Il y a un rythme, il y a une accentuation dans la phrase qui est en langue française. Et pour commencer, j'ai choisi 2 compositeurs disant une phrase. Donc j'ai préféré garder leur anonymat. Donc le premier, c'est Pierre B. Et nous allons écouter la manière dont il prosodie le français. Si on ne bouge pas, on est en retard. Voilà. Dans une phrase française, si on ne bouge pas, premier accent, on est en retard. On est en retard. Il faut trouver les temps, là où ça tombe. Il faut trouver une mélodie, il faut trouver une courbe.
C'est magnifique à faire. Donc il y a un mariage entre la musique, la mélodie, les notes, le timbre et le texte lui-même. Je vais vous faire écouter maintenant un deuxième compositeur que j'ai voulu laisser anonyme aussi, Philippe G. Et là, ça sera un texte en anglais. Music is above all, it's a social activity. Alors il dit une chose horrible, il dit que the music is a social activity. Quelle horreur. Mais en fait, la musique est évidemment une activité sociale. Donc il y a un antagonisme entre peut-être ces deux compositeurs. L'un n'a jamais fait d'opéra. Et il voulait brûler les opéras d'ailleurs. Et le second a fait une vingtaine d'opéras. Mais il y avait une envie de communiquer, de travailler avec une équipe. Des chanteurs, metteurs en scène, décorateurs, scénographes, l'électricien, le directeur d'opéra. C'est très difficile, mais c'est merveilleux. C'est une équipe, comme une équipe de cinéma. Et on est embarqué dans une aventure qui dure 2 ans, 3 ans. On doit tout équilibrer. On a un livret, il faut que ça soit un coup de cœur, le livret. Je pense à le dialogue des Carmélites, c'était un coup de cœur pour Poulenc. Il l'a lu, il a lu la pièce en Italie, et puis il s'est dit cette phrase qui m'a beaucoup plu, c'est fait pour moi. Donc chaque rencontre du compositeur avec une histoire, avec parfois une pièce de théâtre ou un livret, il faut que le compositeur se dise c'est fait pour moi. Il y a une grande difficulté aussi, c'est le chanteur apprend par cœur évidemment la mélodie, le chant, apprend par cœur la mise en scène, les indications du chef d'orchestre. Donc c'est une complication énorme pour un chanteur ou une chanteuse. Le compositeur doit y penser à tout ça. C'est presque de la bande dessinée. J'avais un texte complètement surréaliste. J'ai d'ailleurs toujours pas compris l'histoire, mais ce qui m'a permis de découper dans tous les sens, d'inverser certaines scènes. Il y a une grande difficulté, c'est lorsque le metteur en scène n'est pas musicien et il a un piano-chant, il entend des répétitions, mais il se rend vraiment compte de l'œuvre lorsqu'on fait vraiment la répétition la première fois avec tout l'orchestre. Maria, c'est l'heure de ma piqûre d'héroïne. C'est l'heure de ma piqûre d'héroïne. Maria, Maria, aïe, aïe, soyez courageuse. Là, il faut serrer. Il faut serrer. Cela s'est très bien passé et Jean-Christophe, le metteur en scène, m'a dit « Mais maintenant, tu devrais prendre un grand auteur français. » Et il m'a parlé de Coltès. Un beau matin, on m'appelle pour faire un opéra de Coltès, les Key West. L'Hudson River, un no man's land mouvant et sombre, où vient s'échouer Maurice, homme d'affaires déchu. Mourir, je suis ici pour mourir. L'arrivée de Maurice vient bouleverser l'équilibre de ces limbes peuplées de marginaux. Ces amérantes monnaieront avec le businessman leur ticket de sortie vers un ailleurs fantasmé à n'importe quel prix, une fable violente et désenchantée.
Dans l'ensemble, c'est assez dur. C'est vraiment des personnages violents, amers, acerbes, mais il n'y a pas trop de personnages rédempteurs, peut-être un peu le personnage de Claire, comme ça, le seul personnage un petit peu solaire de toute l'œuvre. Le reste, c'est vraiment déprimant. Éclate-lui sa gueule au grand fils, qu'il en chie! Il aura fallu 2 ans de travail à Régis Campo pour composer cet opéra fidèle à l'œuvre de Bernard-Marie Coltès. Une langue lapidaire mais poétique qu'il a fallu circonscrire et respecter. J'imagine parce qu'il a écrit quand même un opéra extraordinaire pour 60 musiciens. Faut vraiment... 100 avec les chanteurs, les choristes. Ouais, oui, ah oui. Avec cette création mondiale, l'Opéra du Rhin rend un hommage unique à Bernard-Marie Coltès, étoile filante aujourd'hui éteinte du théâtre français et qui a fait ses armes au TNS en 1970. Mais je pense que quand on écrit un opéra, il y a une dimension, populaire de la rue, ou quand vous vous baladez dans la rue, vous avez des influences tellement diverses, c'est presque contradictoire. Et l'opéra, pour moi, contemporain, c'est aussi ça, c'est de laisser vivre ces influences et de les faire s'entrechoquer aussi. Et je pense que Bernard-Marie Coltès aurait aimé cette manière de tout faire vivre. Et de la même façon qu'il y a des personnages dans la pièce qui ne se seraient jamais rencontrés, j'ai fait de même avec la musique en faisant rencontrer parfois des univers esthétiques qui ne cohabitaient pas avant. Et voilà. Donc ça a été une complexité énorme, car il y avait deux productions, la même mise en scène, les mêmes décors, mais des chanteurs différents. La difficulté arrive, c'est-à-dire comment adapter une pièce de théâtre avec des monologues qui font 6 pages, 7 pages, avec une histoire qui est encore plus incompréhensible que copie. Une utilisation du texte, une utilisation de la parole, je veux dire, une utilisation de la parole très particulière, une capacité de dialogue qui viennent vraiment de la vie, de ce qu'on peut entendre dans les bars, de ce qu'on peut entendre la nuit, de ce qu'on peut entendre dans un certain type de milieu qui ne parle pas la langue que Bernard écrivait, mais auquel lui fait allusion. C'est tout à fait prodigieux, c'est une grande difficulté à jouer. Et par moments, on n'est pas tout à fait sûr du sens. C'est le vertige en plus d'un auteur contemporain qui ne s'explique pas totalement. Et puis finalement, c'est le metteur en scène qui a commencé à faire l'adaptation, mais le livret était tout de même un peu trop long. Alors là, c'est le texte de Coltès. C'est le début de la pièce. Donc ça se passe dans un hangar qui a existé, qui est un hangar désaffecté qui était à New York. Et il a imaginé des gens en errance qui se rencontrent dans le noir. Et Monique, c'est la secrétaire de son directeur qui veut se suicider. Enfin, en réalité, moi qui voulais un opéra bouffe, j'avais un opéra où tout le monde voulait s'entretuer ou se suicider. D'ailleurs, à la fin de l'opéra, tout le monde était mort. Et le metteur en scène aussi, d'ailleurs, d'une certaine manière. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup aussi, c'est de rencontrer les chanteurs au tout début même de la composition, et de les écouter et de voir évidemment leur tessiture, mais leur style, leur manière. Aussi, je leur demandais très souvent quels étaient les rôles qu'ils aimaient le plus, chanter. Et je les écoutais parler, mais aussi dans leur propre vie. Donc j'avais une première proposition de livret. Donc ça, c'est mes remarques. Comme vous pouvez lire, j'étais un peu affolé parce que le livret faisait 50 pages. Et j'avais proposé à Christian, le metteur en scène, que ça serait bien de faire des coupes. Et donc les monologues, au lieu de faire 6 pages, ils faisaient 3 pages. Alors j'ai dit oui, mais si on fait ça, ça devient la tétralogie. Donc ça a été exactement ce que disait Laurent Petit-Gérard à sa conférence. Il fallait couper, tout en gardant le style de Coltès, mais sans que ça soit une pièce de théâtre. Souvent, je disais à mon metteur en scène, mais si tu veux monter Coltès au théâtre,
fais-le. Mais là, c'est l'opéra. On est sur un autre rythme. Et il y a une chose aussi que je n'ai pas dite, c'est que lorsqu'on met en musique, qu'on a un livret, et souvent qui est adapté d'une pièce de théâtre, tout se ralentit, la prosodie ralentit tout. Donc on a fait une deuxième version un peu plus courte, vous voyez, déjà, il ne chante que deux lignes. Là, j'avais déjà des idées de rythme. J'avais pensé tout à coup que comme on est dans un hangar un peu étrange, il y a des octaves de ré aux cordes. Donc là, par exemple, c'est ma première page. En fait, ce n'est pas l'ouverture, mais c'est la première séquence où on chante. Et tout en haut, vous voyez que je suis parti sur un travail de prosodie. Quand on écrit aussi, il faut que l'orchestre soit assez léger pour ne pas couvrir les voix. C'est la grande difficulté. C'est pas, pour moi, vous allez le voir avec certains exemples que je vais vous montrer juste après. Je commence toujours par simplement la ligne mélodique, la courbe. L'opéra, c'est vraiment, non pas harmonique, mais c'est dans la dramaturgie, dans la flèche du temps. Un autre extrait. Après, j'ai lâché toute cette idée de prosodie, j'ai encore plus coupé derrière le dos du metteur en scène tous ces petites histoires en récitatif. J'en pouvais plus, j'étais épuisé. Et je me suis dit, je vais terminer mon opéra avec du chant. Donc j'ai pris des petites phrases. Et il y a ce chant que j'aime beaucoup parce que c'est deux personnages qui sont en errance, qui sont perdus. Et là, j'ai voulu sur la, do, qui sont tenus tout simplement faire une mélodie, et je perds le texte finalement ici.
Et puis, il est arrivé une expérience qui était très importante pour moi, qui, je crois qu'il va me marquer pour mes années jusqu'à ma mort, si j'écris encore plein d'opéras, c'est que j'avais en fait trois personnages, trois chanteuses que j'admirais énormément, une coloratour, une mezzo, une soprano dramatique, Mireille Delange, et je voulais absolument écrire un trio, comme dans Le Chevalier à la Rose de Strauss. Et vous savez, quand on écrit en opéra, il y a quelque chose de complètement intuitif et d'irrationnel. J'avais envie de ça. Et mon metteur en scène m'a dit, mais oui, mais ces trois personnages ne se réunissent pas. Et je disais, oui, mais j'ai envie de ça, ça serait magnifique. Finalement, je lui ai demandé s'il pouvait me trouver un texte tiré de cette pièce qui résume un peu la situation et cette tragédie. Et puis, ce texte que vous lisez là, la nuit va tomber à toute vitesse, elle va tomber pendant que nous nous perdons dans les rues, complètement seuls, alors que nous pourrons pleurer et personne ne nous séchera les yeux. Et je dis, mais ça me suffit pour faire ce trio. Finalement, ça s'est développé en un grand chant pour 3 sopranes et grand orchestre, autour de 7 minutes, et peut-être c'était le meilleur moment de mon opéra. Alors je vous fais écouter le début, mais avant, je voulais vous montrer comment j'ai procédé. J'ai écrit la mélodie d'une manière très intuitive et très simple, en sachant que j'allais écrire d'après des harmonies que j'avais déjà préparées à l'orchestre. Donc, en fait, mon cerveau était coupé en deux. J'avais une mélodie, et puis le lendemain, je faisais l'harmonie. Et finalement, c'est mon copiste des éditions Lemoine, très grand éditeur, je tiens à le préciser, et ils ont été très patients puisqu'ils ont regroupé le tout.
J'ai continué le livret et puis il y avait un personnage qui s'appelle Claire, une jeune fille qui est perdue dans ce hangar. Et j'ai fait dans le même esprit une sorte de mélodie. Souvent, lorsqu'on est dans ces projets d'opéra, on est dans une sorte de tourbillon d'énergie. Et quand on se quitte, et c'est un moment difficile. Kay West. Eine Oper von Régis Campeau nach dem Schauspiel von Bernard-Marie Coltès. Ein Mann geht nachts in einen verlassenen Hangar am Hafen. Er sucht den Tod und er sucht jemanden, der ihn über den Fluss bringt, der Leben und Tod trennt. Er begegnet entwurzelten Menschen wie der alten Cécile oder ihrem Sohn Charles, die ihm gegen Geld gern zum Tod verhelfen. In einem Ort am Rande der Zivilisation beginnt ein geheimnisvoller Kampf. Wer gibt wem was? Wer folgt wem? Mit Kay West ist zum ersten Mal ein Drama von Bernard-Marie Coltès für das Musiktheater adaptiert worden. Régis Campeau hat zu den 30 Szenen eine verführerisch glitzernde Musik voller rhythmischer Spannung geschrieben und einen musikalischen Raum geschaffen, in dem sich Figuren begegnen, miteinander handeln und sich töten. Nous allons passer maintenant à un moment très original, car j'ai invité Bérénice Collet, qui est metteur en scène, écrivain, qui a écrit un livret. Et il se trouve qu'avec Bérénice, nous allons faire le 3e opéra. Alors, donc... Bonjour. Alors, je suis très honoré que Bérénice soit avec nous. Quelques mots pour me présenter. Je suis metteur en scène de théâtre et d'opéra. J'ai fait une formation de comédienne dans le but de faire de la mise en scène. Et les hasards de la vie, moi j'imaginais que je ferais du théâtre et très vite j'ai démarré dans l'opéra. J'ai eu la chance de faire... D'abord j'ai été spectatrice d'opéra, jeune spectatrice d'opéra, notamment grâce à mon papa qui est dans la salle et qui m'a beaucoup emmenée depuis toute petite devant ce spectacle incroyable. Néanmoins, moi je visualisais quand je pensais à mon métier, je voyais une scène de théâtre avec des acteurs et un texte. Et le hasard a fait que j'ai fait un stage au Théâtre du Châtelet, à l'époque qui était dirigé par Jean-Pierre Brossman, et qui donnait des grands opéras absolument extraordinaires avec des distributions incroyables, des très grandes mises en scène qui ont fait date. Et j'ai découvert que peut-être que je pouvais faire de l'opéra. Et après, les hasards de la vie font que j'ai commencé à l'opéra, au Théâtre des Champs-Élysées avec le Petit Ramoneur de Britaine.
Et puis voilà, et ainsi de suite. J'ai eu la chance de monter l'étonnante opérette que Germaine Tillion a écrite lorsqu'elle était déportée à Ravensbrück. Germaine Tillion, qui était résistante et ethnologue. Il y a d'ailleurs dans la salle une chanteuse qui était dans ce spectacle. Et voilà, j'ai monté aussi bien des opéras classiques comme Rigoletto, mais plusieurs opéras du XXe siècle. J'aime particulièrement l'opéra du XXe siècle, et alors encore plus celui du XXIe, parce que souvent les livrets ont un fond assez fort, un engagement, et voilà, l'opéra pour moi c'est l'art de l'émerveillement, parce que c'est une énorme machine qui en général secoue des émotions énormes. On le voit d'ailleurs, le public d'opéra est un public très exalté, très passionné, que ce soit quand il aime ou quand il n'aime pas, c'est toujours très très intense. Et c'est ce que j'aime à l'opéra. Merci Bérénice. Alors, il se trouve qu'en fait, c'est Bertrand Rossi, le directeur de l'Opéra de Nice, avec d'autres directeurs d'opéra, donc celui de Marseille, de Toulon et d'Avignon, qui m'ont proposé une coproduction sur un conte très simple, qui est La Petite Sirène. De Andersen. Un conte qui a déjà été adapté, que ce soit au cinéma ou même au théâtre, il n'y a pas très longtemps à la Comédie Française. Et donc Bertrand Rossi m'a contacté également et m'a proposé, comme tu disais, c'était un mariage arrangé. Et sur le moment, je me suis interrogée parce que j'ai un souvenir d'enfance de La Petite Sirène. J'avais une cassette audio avec le conte, qui est quand même un conte assez cruel, assez terrible. Et je me rappelle que la tristesse intense qui m'envahissait quand j'écoutais cette cassette faisait que dès que je la voyais, je ne voulais même pas l'écouter. Je la reléguais dans un coin de ma chambre. Je la voyais. Non, pas La Petite Sirène. Tellement la fin était forte. Alors je me suis questionnée, et on en a parlé avec Régis. Il ne faut pas amoindrir ce conte, parce que la cruauté de ce conte est nécessaire. On sait que les contes de fées sont agissants, ils ont un rôle. Bettelheim l'a détaillé dans son livre Psychanalyse des contes de fées. Et puis, voilà, les contes jouent un rôle dans la formation de l'enfant. Ils ont quelque chose à raconter. Ça peut passer par une certaine cruauté. Néanmoins, Régis s'est inquiété en disant « mais les enfants vont sortir en pleurant de la salle ». Et c'est évidemment pas le but. Donc ensemble, on réfléchit et on travaille pour, sans amoindrir le message de La Petite Sirène, comment en garder toute la lumière et tout le côté féerique aux côtés du message fort qui est délivré. Merci beaucoup Bérénice, parce que quand on s'est vu, on a parlé tout de suite. Et là, vous êtes vraiment au démarrage de l'opéra, parce que lorsque le compositeur est confiant et que tu m'as inspiré une fin très originale, je me suis dit l'opéra est fait, il n'y a plus qu'à le composer. Mais on part du livret et c'est tellement important. Qu'est-ce qu'on va faire avec qu'est-ce qu'une adaptation? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce conte? Et puis ta bienveillance, ton amour de la musique aussi, de l'opéra. Tout cela, c'est des choses très importantes pour un compositeur. Oui, et d'ailleurs, c'était assez frappant dans les extraits qu'on a vus de Kay West, combien la musique de Régis, même dans la noirceur, même dans quelque chose, dans une histoire qui est terrible, combien cette musique conserve de lumière. Et je trouve vraiment que tu emmènes le cas particulier vers une enfin, il y a une espèce d'espoir qui perle dans cette situation très dramatique. Et je trouve que c'est très intéressant, justement cette lumière, ce chatoiement qu'on entend dans la musique et qui sera certainement bien au service de La Petite Sirène. Oui, mais cela dit, tous mes personnages sont morts dans Kay West. Alors, oui, j'avais oublié de dire, dans les 4 jumelles, en fait, elles se suicidaient et elles renaissaient. Il y avait une renaissance, donc c'était un peu plus rigolo, mais ça ne sera pas du tout le cas dans La Petite Sirène. Non, même si, alors, comme je le disais, l'histoire de La Petite Sirène est assez cruelle et tragique, puisque on a une jeune sirène de 15 ans
qui rêve tellement d'un monde qui n'est pas le sien, qui est le monde d'en haut, le monde de l'air libre, et qui voudrait tellement entrer dans ce monde-là. Et en plus, elle tombe amoureuse d'un prince qu'elle veut tout faire pour séduire au point de perdre qui elle est. Elle renie tout ce qu'elle est, elle renie son peuple, ses origines, son apparence. Elle se contorsionne au prix de douleurs épouvantables annoncées par la sorcière et qui se réalisent pour se faire trancher la queue. En plus, les mots du conte sont extrêmement âpres. Elle se fait trancher la queue pour avoir des jambes et à chaque pas, elle a des douleurs dans les pieds comme si elle marchait sur des lames effilées. C'est extrêmement violent. Et en plus, pour avoir ce privilège d'avoir 2 jambes, en échange à la sorcière, elle lui a donné sa voix, sachant qu'elle avait une très très belle voix. Et dès le départ, en fait, elle se coupe tout moyen de communication avec le prince qu'elle veut séduire. Et donc, on assiste à une catastrophe annoncée depuis le départ. Ça ne peut pas se terminer autrement que mal. Et donc, on assiste à cette chute. Elle accepte tous ses sacrifices, elle se mutile, elle quitte son monde, elle va auprès de ce prince. Évidemment, ça ne marche pas, il épouse quelqu'un d'autre. Mais c'est tellement prévisible. Et c'est ça qui est très douloureux dans cette histoire. Mais c'est aussi ça qui est important pour les jeunes les enfants, les jeunes qui vont voir ce spectacle. C'est, je pense que le message qu'on doit faire paraître, c'est ne vous trahissez pas, ne vous contorsionnez pas dans le simple but de vous faire aimer. Ça ne fonctionnera pas. Il faut déjà commencer par s'aimer soi-même comme on est et par accepter d'être aimé pour ce que l'on est et ne pas chercher à être qui l'on n'est pas. Alors il y a une chose, c'est que la petite sirène, on lui coupe la langue, donc c'est un grand problème pour un opéra, c'est-à-dire j'ai un personnage qui ne peut pas chanter. Donc il fallait, alors c'est ça qui est vraiment intéressant aussi, il faut trouver des solutions. Mais alors on a la petite sirène, mais il va bien falloir qu'elle chante, mais si elle n'a pas de langue, comment on va faire ? Donc tu as trouvé une solution et je te dis merci parce qu'on réussit à passer les épreuves comme ça. On est en train de trouver la solution, mais on aimerait faire entendre la voix intérieure de la petite sirène, donc qu'elle ne soit pas en dialogue avec le prince, mais pour pouvoir entendre ses pensées sans pour autant la voir dialoguer avec le prince et qu'elle reste quand même, c'est important qu'elle reste ce personnage muet face à lui et dans l'incommunication, mais qu'on puisse entendre sa voix intérieure. Donc on est en train de réfléchir à comment faire cette idée. Voilà, en fait c'est très affectif quand on fait un opéra parce que c'est un peu comme si, je sais pas, on n'a pas terminé les murs, mais on est en train de mettre la tapisserie. Ou alors c'est comme si on s'appuie sur une échelle qui a contre rien. Et évidemment, souvent on tombe. Et en opéra, c'est ça. On voit, je veux dire par là, qu'on voit le tout à la fin, quand tout se regroupe. Et d'ailleurs, tu m'as proposé une manière de travailler que j'ai trouvée très intéressante. Tu m'as dit, travaillons par rendez-vous important. Faisons que chaque scène soit la scène la plus importante de l'opéra. Et donc, plutôt que de commencer du début à la fin, disons-nous, on a une scène super importante, c'est la scène de la sorcière. On a une scène super importante, c'est quand la petite sirène sauve le prince. Et écrivons comme ça par module, et puis on verra bien comment on lit l'ensemble. Et je trouve que c'est très intéressant. Ce qui ne m'a pas empêché quand même, ce que tu ne sais pas encore, mais quand même de faire un plan, de faire un plan quand même pour avoir une idée au moins d'une succession, du nombre de scènes dont on a besoin pour raconter l'histoire. Il faut quand même se mettre dans une chronologie, mais je trouvais hyper intéressant de travailler comme ça par gros modules essentiels et de faire de chaque instant le moment important de l'opéra, un peu comme quand il va parler à chacun des chanteurs pour lui dire « Attention, parce que ta scène, c'est la scène ». Voilà, justement, c'est ce que je ferais. Mais là, je crois que ça commence à se savoir. Et, voilà, donc ce qui serait vraiment bien, c'est que vous nous posiez des questions. Pour nous aider à travailler, en fait. Pour nous aider à travailler, mais voilà, on peut faire un vote sur la fin. Alors, vous avez des micros ? Ah oui, alors vous avez un micro qui est à votre fauteuil et je crois qu'il faut appuyer sur... voilà. Non, je disais que peut-être un des éléments qu'on pourrait vous apporter, c'est des idées de grosses bêtises qu'il faudrait lui éviter de faire. Exactement, et je comptais sonder en effet... Oui, il y en a quelques-unes possibles.
Des grosses bêtises? Les parents d'ados doivent avoir des idées, normalement. Oui, la bêtise dans laquelle elle se trahit un peu elle-même et au point de se perdre d'une façon grave. En effet, on est encore en train de chercher la bêtise. Alors, je vois Bérénice qui note l'idée. Je sais qu'il y a des compositeurs dans la salle, donc si vous avez des idées de mélodie, je suis preneur. Je vous donne la tessiture de la soprane. On va... Mais là, il aurait fallu apporter des post-it. On aurait mis des post-it partout et puis après, on aurait voté. Oui, mais c'est souvent comme ça. C'est ça qui... Dans les grosses bêtises, il y a écouter un disque de rap, par exemple. Ce serait pas mal. Hein. J'avais une question, pardon, pas directement dessus, bien que là, vous avez quand même un gros intérêt, c'est que le fils d'Anderson ne va pas vous embêter. C'est déjà une première chose. Tout à l'heure, tu parlais de ton deuxième opéra et donc de la version allemande. Et moi, très souvent, quand il m'est arrivé de diriger des extraits d'opéra ou même des fois des opéras entiers et d'avoir une partition dans laquelle il y avait la version allemande, la version anglaise, la version française. Et à ce moment-là, c'est l'horreur, parce que sur des opéras du 19e, au niveau de la mélodie, tu as un endroit, une noire, c'est la version originale, puis au-dessus, tu as deux petites croches en tout petit qui correspondent à la version anglaise. Alors si je te dis, ce qui est vrai, mais croyez-le bien toutes et tous, en tout bien, tout honneur, je t'aime, si je te dis la même chose en allemand, c'est Ich liebe dich. C'est-à-dire c'est 4 contre 2. Alors comment ça s'est passé? Il y a forcément des endroits où il a fallu changer des tenues, rajouter des notes intermédiaires? Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Est-ce que tu parles allemand? Enfin voilà, tout ça, question. Très bonne question. En fait, à la fin de l'Opéra du Rhin, je me vois marcher dans Strasbourg en me disant l'opéra n'est pas terminé, je vais le terminer quand il sera en langue allemande. Et donc j'ai réécrit complètement, enfin je dirais 20-30% de la ligne vocale en lui donnant une courbe plus rude. Plus difficile, qui était contre ce que je voulais finalement, mais qui était plus dans le Coltès, pour être plus dans l'esprit Coltès. Ensuite, on l'a chanté comme vous l'avez entendu, et j'ai demandé aux copistes de mettre ma nouvelle version allemande dans la version française. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, mais pour te répondre aussi à certains mots, par exemple, j'avais un personnage qui répétait au moins 123 fois foutaise, 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 et en allemand, c'était bullshit, la traduction officielle. Donc là, j'avais les 2 syllabes. Mais ce qu'il y a, c'est que des fois, j'utilisais dans le récitatif, je mettais une ronde avec le mot. Et c'était au chanteur de gérer la rythmique à l'intérieur de la note. Et il y avait une adaptatrice allemande qui a repris la traduction allemande de la pièce officielle, traduction officielle de Coltès, et qui était musicienne, et qui a réécrit la partie vocale, parce que je ne parle pas allemand. Et voilà la difficulté, mais en changeant la langue, en passant du français à l'allemand, j'ai légèrement changé l'accompagnement et l'orchestration aussi, parce que c'était un tout. Et finalement, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on redonne cet opéra dans la version française, mais qui a été très influencé par la langue allemande. Donc je trouvais cette circularité entre 2 langues m'intéressait beaucoup. Mais donc il y a eu 2 partitions d'orchestre. Voilà, exactement. Ça prouve que ton éditeur est très gentil, en effet. Ah oui. C'est un gros travail. Il faut parler aussi des éditeurs qui font un énorme travail, parce que faire un matériel d'orchestre, un conducteur, faire aussi la réduction piano, c'est très long, ça coûte cher. Ce sont des... Tu n'as pas fait toi-même ta réduction piano? Non, mais je l'ai corrigé en fait. Non, en fait, je l'ai corrigé parce qu'il manquait des notes. Et c'est pour ça que le copiste est parti, il s'est vexé, parce que j'ai dit, mais non, là, il manque 3 notes. Là, pourquoi tu as enlevé ça? Pourquoi tu as... Mais... S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est une réduction piano? La réduction piano, c'est une chose très pratique. Avant qu'on entre en production avec l'orchestre et tout, les chanteurs... pratiquement un an avant, reçoivent la partition. Mais ils ne reçoivent pas la partition avec tout l'orchestre, mais simplement une réduction, c'est-à-dire que le piano va jouer l'orchestre.
Mais évidemment, le piano ne peut pas tout jouer, donc c'est une manière d'accompagner la voix avec des notes principales en essayant d'être le plus fidèle possible à l'orchestre. Mais évidemment, le metteur en scène ne pouvait pas s'imaginer les timbres qui allaient se produire lorsque l'orchestre arrive. Et ce qu'on appelle le chant piano ou réduction piano. Et voilà, donc le chanteur a cette partition sous le bras un an avant, il le travaille de temps en temps. Voilà, mais ça lui permet de travailler avec un pianiste, de répéter. Et puis même nous, à la mise en scène, c'est aussi notre outil de travail, le chant piano, parce qu'on n'a pas besoin de toutes ces lignes, de toutes ces portées. En fait, juste les 2 portées de piano nous suffisent pour suivre la musique et pour pouvoir mettre les indications de mise en scène en face. Oui, si tu permets, je crois qu'il faut vraiment indiquer à tout le monde que lors de la création d'un opéra contemporain, finalement, le metteur en scène, les chanteurs vont entendre la musique avec l'orchestre 10 jours, 12 jours avant la première, et qu'il y a eu avant 1 mois de répétition. Moi, j'ai échappé à ça en ayant enregistré mes 2 opéras avant la création, ce qui fait que le metteur en scène avait entendu. Mais sinon, la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, il y a ce délai. Le travail du chant piano, c'est 90% du temps. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que il y a une souffrance chez le compositeur, parce que le compositeur entend tout son opéra dans sa tête, et il le connaît par cœur. Et moi, j'avais envie de chanter toutes les parties de l'orchestre en faisant le corps. Ah oui, là, il y a une flûte, et là, un tam-tam. Bon. Mais ça ne servait à rien. C'est que lorsque l'orchestre arrive, que c'est le premier déchiffrage avec les chanteurs sur scène, avec la mise en scène, ou pas d'ailleurs, ça peut être à l'italienne. Et là, il y a un déclic. J'ai vu mon metteur en scène qui m'est tombé dans les bras en me disant « Oh, c'est magnifique, tout ça ». J'ai dit « Mais attends, il y a encore 2 semaines de travail ». Et là, tout le monde se rend compte vraiment ce qu'avait le compositeur dans la tête. Mais il faut attendre très longtemps. Parce qu'il n'y a pas, évidemment, c'est une création, il n'y a pas de disque, il n'y a pas de référence, il n'y a pas d'enregistrement. Les chanteurs, et je les salue, les chanteurs et les chanteuses ont un courage immense d'apprendre par cœur, ils ne savent pas où ils vont aller. Voilà, c'est une aventure incroyable, hein, l'opéra et la création d'un opéra. Moi, je voulais vous demander si vous connaissiez l'opéra La Petite Sirène de Germaine Taillefer. Ah non, pas du tout. Je ne savais pas du tout qu'elle avait composé ça. Oui, je vous dis ça parce que moi, je suis chanteuse et compositrice. Et quand j'étais dans mes études à la Haute École de musique de Lausanne, j'avais cherché des compositrices du XXe siècle et j'étais tombée sur cet opéra. Et en fait, il est chez Biodo, mais on n'a que le manuscrit. Enfin, ça n'a pas vraiment été réédité. Et du coup, j'avais chanté des extraits pour le dernier récital et j'avais trouvé cette musique assez géniale. Et donc, voilà, comme vous parliez de La Petite Sirène, je me suis demandé si ça faisait partie de vos œuvres de référence pour écrire ce nouvel opéra. Non, pas du tout. Mais ce qui me plaît dans votre intervention, c'est qu'en tant que chanteuse, vous avez pris la partition, vous l'avez chantée par curiosité et tout de suite, ça a fait quelque chose chez vous. Oui, parce que comme je vous le disais, je suis aussi compositrice et c'est vrai que l'harmonie chez Taillefer est quand même assez riche et expressive et fournie. Et donc, en regardant la partition, je me suis dit, ah, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de chanter. Et puis ça sort des sentiers battus. Et alors pour le coup, là, elle chante, hein, elle n'a pas la langue liée. Elle a la langue pendue, oui. Mais en fait, lorsqu'on a des chanteuses et des chanteurs qui reçoivent pour la première fois cette réduction piano avec la ligne vocale, on n'attend qu'une seule chose, c'est de les voir avec un large sourire et les voir heureux en se disant ça va être un plaisir, on adore, voilà. Et c'est ça que cherche le compositeur aussi, parce que c'est là où la voix va se libérer et donner l'impression qu'elle chante ça comme du Mozart ou qu'il chante ça comme du Puccini. Je crois que vous avez une question. Oui, est-ce que vous avez déjà une idée très précise de l'attribution des rôles aux voix ? Il y avait un dialogue entre Laurent Petit-Girard et Philippe Hersan à ce sujet lors de la conférence précédente, alors entre soprano, alto, contre-ténor, etc. Une petite remarque tout à fait différente. Peut-être que dans les personnages, ne chantant pas directement, vous pourrez vous inspirer de la muette de Portici.
Oui, c'est les premières choses qui nous viennent à l'esprit, c'est les types de voix. Là, par exemple, la petite sirène, déjà, ça serait une jeune chanteuse, une soprano, plutôt soprano légère, pas du tout soprano dramatique, voire peut-être coloratour, mais il ne faut pas non plus être trop précis avant de... Par exemple, en juin, nous allons, ce qui veut dire que je dois terminer avant juin, donc c'est là où mon stress commence à arriver. En juin, nous allons à Nice écouter plein de chanteurs et faire notre choix sur les 4 chanteurs de la production. Voilà, il y aura 4 chanteurs, il y a 3 chanteuses, donc la petite sirène, sa sœur et la grand-mère qui fera aussi la sorcière, et le prince. Voilà, et le prince, ça sera un ténor, vraisemblablement. Et, la sorcière, ce serait une mezzo. Oui, voilà. Et la sœur, on imaginait une soprano, mais moins, voilà, pas forcément aussi légère que la petite sirène. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a une part d'irrationnel d'écrire un opéra. Pourquoi écrire un opéra? Pourquoi on est dans un état complètement hors sol. Hein. Les meilleures idées, comme cette histoire de mon trio de 3 avec les sopranes, ça m'est venu en plein milieu, mais ce n'était pas du tout prévu. Mais il y avait une intuition très forte qui est à la fois un mélange parce que j'avais pensé à Richard Strauss, le Chevalier à la Rose, parce que les 3 chanteuses étaient merveilleuses et j'avais envie de combiner ça. Parce que c'est aussi une boule d'émotion. C'est une boule d'émotion, l'opéra. C'est de l'énergie. C'est pas du théâtre. C'est-à-dire que c'est pas grave s'il y a des moments où on ne comprend pas tout, mais on sait en situation ce qui va se passer sur scène et on attend une émotion incroyable. Et ce que j'ai ressenti lorsqu'on l'a joué, que ce soit en langue française ou allemande, c'est un silence dans le public. Ça, c'est vous savez, ces moments d'opéra qu'on a au théâtre ou au cinéma où il y a un grand silence, où il se passe quelque chose. Il y a un grand silence, tous les poils s'irrissent. C'est électrique, et c'est ça le spectacle, c'est ça le théâtre, l'opéra. On retient tous notre respiration, et on sait que c'est un moment important dans l'opéra. Voilà. Et tu as connu ça? Oui, mais aussi comme tu m'avais raconté cette histoire du trio et que je l'ai écouté et j'ai bien vu en effet ton affinité avec ce mélange des voix. Moi, j'ai déjà prévu d'en mettre un, du coup, comme ça, ce ne sera pas une surprise de dernière minute faite par le compositeur. Mais c'est vrai que c'est très inspirant d'entendre ces anecdotes-là. Non seulement d'écouter la musique que Régis a composée, mais entendre aussi vers quoi vont ses affinités musicales. Moi aussi, ça m'inspire sur la structure à donner, la manière de rassembler les paroles des personnages. Ça inspire aussi l'écriture du livre. Et c'est vraiment intéressant de travailler comme ça, en synergie, d'avancer de concert. L'avantage, c'est que là, on n'est pas en train d'adapter une pièce de théâtre où il y a déjà des dialogues, on adapte un conte. Donc, d'une certaine manière, on a beaucoup plus de liberté sur quelles paroles vont prendre les personnages. Et ça nous permet de vraiment construire en synergie, en aller-retour. Alors, Andersen décrit un monde magique, hein, dans l'eau. Et en fait, toute la description, tout le côté littéraire, c'est au compositeur et à la mise en scène, bien sûr, de le recréer et de le transposer d'une manière fantasmée. Hein, oui, c'est vrai que le conte contient plusieurs descriptions extrêmement détaillées et très, 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 très évocatrices. Et on n'a pas du tout besoin de les remettre telles quelles. Elles vont en effet passer par la musique, par ce qu'on montrera visuellement sur scène. Donc ça, en effet, c'est tout un aspect du conte qui est pris en charge, non pas par les mots, mais par la musique et par ce qu'on verra. Tout à l'heure, tu as cité le petit ramoneur de Britten. C'est un compositeur, pour moi, essentiel dans le XXe siècle pour l'écriture de l'opéra. Peter Grimes, Songe d'une nuit d'été, la mort à Venise. C'est pour des compositeurs, pour des chanteurs aussi. Je crois qu'il y a deux grands compositeurs. Évidemment, il y a Puccini, mais dans la prosodie, c'est Britten et Poulenc. Je vois la soprano, notre amie soprano qui est d'accord.
Donc c'est des modèles absolus. Il y a la voix humaine aussi, je crois. Hein, vous êtes d'accord? Elle fait un pouce vers le haut. Il est très malin, Poulenc, parce qu'il ne couvre pas du tout la voix. La voix est souvent toute seule, avec quelques accents très nerveux hein, de l'orchestre. Mais lorsqu'on l'entend par Denise Duval ou Félix Tilotte, avec qui j'ai travaillé d'ailleurs, qui m'a donné envie vraiment d'écrire encore plus. Comment dire ça, très calme et très un peu comme un rêve. Non, c'est difficile de parler de ça en mots, en paroles. Une chose que l'on disait souvent au conservatoire, c'est que, et que j'ai jamais comprise, c'est impossible d'écrire avec la langue française, c'est trop difficile. Alors l'allemand c'est très bien, l'italien, le russe, mais le français c'est impossible. Moi je ne crois pas ça du tout. Dans notre noble académie, on avait Massenet qui a fait des choses magnifiques en français, Saint-Saëns et... Ravel n'était pas à l'Académie, mais il aurait dû. Mais si vous écoutez, je ne sais pas moi, l'heure espagnole ou le conte qu'il a fait avec Colette, c'est un français fabuleux. Et il a trouvé des idées, des solutions qui sont différentes aussi de Péléas et qui est une autre solution. Voilà. Moi, je suis plutôt, je crois, exactement comme mon grand ami Laurent, plutôt dans syllabique, qu'on comprenne le texte. Je peux te poser, parce que là, je dois dire que je suis très, très épaté depuis le début par... ça me fait même honte à moi-même par ton ouverture d'esprit et ta curiosité et de voir votre collaboration comme ça. Moi, je dois avouer que j'ai appelé les librettistes à partir du moment où j'avais un plan très précis de ce que je voulais faire. Je les appelais pour leur langue, je les appelais éventuellement pour une idée supplémentaire. Mais ils arrivaient sur une chose où la structure ne les concernait en rien, parce que j'étais déjà extrêmement avancé. Et j'aurais beaucoup de mal à imaginer une collaboration dès le début comme ça, et j'admire... j'ai tort, certainement. J'ai 20 ans de plus que toi, alors peut-être comme ça j'ai pris des mauvaises habitudes, mais je dois dire que jusqu'à même vouloir diriger moi-même, voire même produire moi-même, histoire que vraiment personne puisse interférer. Mais ce n'est pas suffisant. Et cet échange est extrêmement important. Et je trouve que c'est plus une constatation qu'une question, mais je suis très ému par l'ouverture, la perméabilité que tu gardes pour que tout ceci s'enrichisse. Et je suis sûr que ça va donner quelque chose de formidable. Mais comme tu sais, c'est la musique avant tout, avant toute chose. Et on est là pour que la musique marche avec le texte. Et c'est au compositeur de couper aussi. Parfois, on peut avoir des très belles mélodies, mais qui n'ont rien à voir avec l'opéra. Et avec les années, j'ai appris à être de plus en plus simple. C'est ce que je te disais, Bérénice. J'ai dit cet opéra, ça sera complètement différent. Tout à l'heure, d'ailleurs, pour tout vous dire, lorsque je voyais la page où vous avez vu défiler, je me suis dit, dans l'orchestre, il y a trop de notes, c'est trop surchargé. Un peu trop de notes, Votre Majesté. C'est cela. Très bonne formule. Un peu trop de notes. Il faut que je simplifie encore plus, il faut que je travaille plus la mélodie. Voilà, on est toujours dans... Je suppose que quand on passe d'un opéra à un autre, on voit tous les défauts et puis on se dit, la prochaine fois, ça sera encore plus simple. Et puis alors, on a Mozart qui, avec une simple ligne, un accompagnement très simple, nous dit des choses absolument profondes. Et je pense que l'opéra va continuer de plus en plus. On est en retard.
Je sais que Thierry Vagne est dans la salle et il m'avait fait l'honneur d'écrire un livre sur ma musique. Et il m'a envoyé, alors c'est un fanatique d'opéra, il a comptabilisé un nombre incroyable d'opéras depuis 1945 jusqu'à 2015. Je crois, Thierry, je ne sais pas où tu es dans la salle, mais je ne sais plus combien on a fait d'opéras. Oui, en fait, j'ai comptabilisé en fait, tous les opéras au sens large, donc y compris le théâtre musical. Mais effectivement, c'est une courbe absolument croissante et linéaire. Et donc j'ai comptabilisé des milliers et des milliers d'opéras, et il y a 2300 compositeurs. J'avais une question. J'ai cru comprendre malheureusement que dans la coproduction, il n'y avait pas l'opéra de Copenhague. J'ai pas entendu, pardon. Je disais que malheureusement, dans la coproduction de ton prochain, il n'y avait pas l'opéra de Copenhague. C'est dommage. Ça aurait fait une version en danois. Ah oui, j'ai compris. L'opéra est une activité très sociale. It's a social activity. Mais complètement sociale. Et justement, par rapport à ce que vous disiez, Laurent, moi, ce que je trouve passionnant à l'opéra, c'est qu'il y a énormément de force en présence, énormément de composantes pour créer un opéra. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est la collaboration de toutes ces personnes très différentes, parfois éloignées, parfois même avec des contraintes qui se contredisent. Évidemment, je pense au scénique et à la musique, puisqu'on sait que c'est souvent... il faut réussir à avancer de concert. L'objectif de chacun est de faire le plus beau spectacle possible, mais comme parfois les contraintes des uns ne vont pas avec les contraintes des autres, eh bien, il faut réussir à construire ensemble. Et commencer ce processus dès l'écriture, je trouve ça assez fascinant. Je trouve que, justement, dans la mise en scène, évidemment, c'est peut-être contrairement au travail de compositeur, je ne sais pas, mais c'est éminemment un travail d'équipe. On est beaucoup plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et moi, si j'ai pas mon scénographe qui fait aussi les costumes de mes spectacles, si j'ai pas mon éclairagiste ou la personne qui travaille avec moi pour les vidéos, bah, je suis beaucoup moins intéressante tout à coup. Ce travail de collectif fait qu'ensemble, on va beaucoup plus loin. Et donc, que l'équipe soit la plus large possible dès le début et inclut la musique, mais c'est génial. Avez-vous une idée de la durée à laquelle vous allez aboutir? Alors, pour La Petite Sirène, on a pensé à 4 heures avec un entracte, puis 7 heures pour... Non. Non, mais c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est même pas 1 heure, en fait, sans entracte, en fait. On veut pas couper Je pense qu'il n'y a pas d'entracte dans tes opéras, Laurent. Ah si, sur Elephant Man, j'étais obligé, ça fait 2h30, il y avait donc un entracte. Sur Gourou, qui est sur 3 actes et qui fait 2 heures, j'ai fait volontairement un enchaînement du 2e acte vers le 3e, possible ou pas. Et finalement, quand on l'a fait scéniquement, on a enchaîné. Mais des fois, ça peut poser problème. Le problème de l'entracte a quelque chose de... ça ne peut finalement avoir une justification que si le 3e acte par ailleurs, ou enfin après, s'il y a une ellipse de temps, s'il y a quelque chose comme ça. Sinon, on se rend compte qu'on a envie d'avoir les choses d'un souffle maintenant, et en même temps, on sait tous très bien quelle est la limite de concentration d'un public. Et donc, c'est un équilibre comme ça qui est passionnant, mais c'est vrai que je rejoins complètement ce que vous disiez par rapport à cette extraordinaire collaboration, mais une des grandes inquiétudes pour le compositeur, quand on a travaillé, orchestré, fait tout ça, c'est qu'au moment de la production, on perd le contrôle quelque part. Et ça, c'est terrible. Non seulement on perd le contrôle, mais il y a un phénomène qu'on constate tout le temps en opéra, aussi bien dans les miens, mais quand j'en ai dirigé d'autres, c'est qu'à partir du moment où on travaille en scène piano, il y a ce qu'on appelle les italiennes pour les néophytes, c'est-à-dire qu'il y a les chanteurs sur scène, mais sans mise en scène pour travailler, les habituer au rapport de la fosse. Mais surtout, on travaille avec piano, et à partir du moment où on rentre dans les scènes orchestres, c'est-à-dire l'orchestre est dans la fosse,
Et on est avec la mise en scène, avec un metteur en scène qui ne peut pas beaucoup arrêter le tout parce qu'on a un temps, il va y avoir 4 scènes orchestre au maximum. À ce moment-là, tout s'accélère. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut travailler, et il y a un moment donné où les choses sont presque figées dans le marbre. Et c'est pour cette raison que moi, j'ai un besoin absolu, en tout cas pour leur création, de diriger mes opéras, parce que je suis là, parce que je peux à un moment donné calmer le metteur en scène, et j'ai un poids pour calmer un metteur en scène si je suis compositeur, chef d'orchestre, ayant même des fois choisi qui allait être le même metteur en scène, c'est pas le même poids que quand tu es derrière, mais là, tu as trouvé la solution idéale, le metteur en scène, tu le mets dans ta poche dès le début, c'est formidable. Oui, parce que je vais lui dire, le meilleur moment, ça sera le livret. Et... Je vous remercie beaucoup. J'ai une petite question, excusez-moi. Oui, en fait, je me demandais si vous aviez entendu parler du test de Bechdel, qui est le test inventé par une autrice de BD féministe qui fait passer en fait à toutes les fictions un petit test pour se définir si oui ou non c'est un récit féministe. Et il y a notamment comme idée, alors est-ce qu'il y a plus de femmes comme personnages principaux? Est-ce que ces personnages se parlent entre eux? Et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme? Et du coup, je me demandais si le conte de la petite sirène, comme vous l'adaptez, passe le test. Alors, dès que je vais rentrer chez moi, je vais le faire scrupuleusement. Non, on ne s'est pas posé cette question-là. Le fait est que... on n'a pas envisagé les choses sous cet angle-là. Moi, c'est cela dit, souvent une préoccupation quand je monte un opéra. C'est en effet la place des personnages féminins et la représentation des femmes. Là, pour moi, la petite sirène, elle parle aux adolescents, elle parle de construction personnelle, elle parle vraiment à tout le monde. Et je pense que c'est, aux garçons comme aux filles, je pense que c'est important de vraiment l'adresser de cette manière-là. Mais vous avez raison, c'est une question nécessaire et importante. Et par rapport à la voix de l'enfance, je me demandais si la manière dont vous alliez transcrire ou mettre en voix, à la fois à travers les mots, mais aussi à travers la musique de l'enfance ou de la jeune adolescence, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi consciemment ou ça vient peut-être organiquement? Moi, je pense que ça va être assez instinctif et assez organique. Mais on ne l'a pas abordé pour l'instant comme thème. En plus, on est vraiment en train de travailler sur l'architecture pour l'instant globale, et je pense qu'au fur et à mesure, les choses se précisent, s'approfondissent, et que ces thèmes-là et ces questions, on va forcément se les poser, mais certainement quand on sera plus dans le détail. Vous mettez combien de temps pour composer un opéra? Pour le Key West, c'était vraiment 2 ans, mais une bonne année pour le livret. Je crois qu'on doit laisser l'auditorium. Mais je vous remercie beaucoup.